Alors, en fait, nous, l'épopée familiale, elle a démarré par mon grand-père, Léon Gasque, qui à l'époque était déjà dans les affaires et était dans les affaires mixtes, faisait des engrais et aussi du négoce de laine. Et puis, étant donné que les engrais périclitaient et qu'un ami, notamment Monsieur Escande, René Escande, la famille Escande, il avait conseillé de partir avec lui dans l'aventure lainière. Il avait augmenté sa partie négoce laine, et tant et si bien qu'il s'était remis à acheter des peaux de moutons lainés, et qu'il faisait des lainés à l'usine d'Inkerman, qui est actuellement l'usine de Joué au bois. Et à partir de là, on a développé l'activité. Ses enfants, c'est-à-dire mon père, Pierre et Michel Gasse, sont rentrés dans l'affaire. Ils sont rentrés à Inkerman, et là, ils ont vu très, très rapidement la nécessité, on est dans les débuts des années 70, d'avoir notre propre usine. Et c'est là que nous avons acheté l'usine qu'on appelle aujourd'hui la Palade, Madagascar, sous la dénomination sociale la CEPEC. Voilà, mais elle était souvent connue dans la vallée pour la Palade ou Madagascar. On fait exclusivement du délainage à l'échauffe. Alors le procédé entre le moment où arrivait, on va dire, la balle de peau, le classement, donc on arrivait à une balle de peau lainée, venait donc de cette provenance Australie, Afrique du Sud, Argentine. Elles étaient ouvertes, on classait ces peaux en fonction de la longueur de la laine et de la qualité du cuir. À partir de ce moment-là, on va dire qu'on pouvait aller jusqu'à 3 semaines, en gros. Hein, 3-4 semaines maximum. On pouvait le réduire à 15 jours jusqu'à l'emballage de la laine. Voilà. Alors, il y avait des étapes qu'on pouvait raccourcir, d'autres préféraient les garder plus ou moins longues. Il y avait les fameux trempages de 3 jours. Il fallait compter 2 jours, en gros, ouais, d'étuvage, ça devait aller assez vite. Voilà, 3, 4, 5, 6, ouais, en une grosse semaine, on devait arriver au plus court à faire du classement à l'emballage de la laine. Voilà. Alors, nous étions affiliés à la Chambre syndicale du délainage, donc nous avions des réunions, des collaborations avec nos collègues délaineurs, puisque nous travaillions ensemble ensuite à travers ce syndicat, pour la discussion avec les coûts de transport, pour tous les problèmes sociaux du délainage, hein, l'étude des coûts de la vie, l'étude l'établissement de la grille des salaires des ouvriers. Donc tout ça a été fait à travers cette chambre syndicale. Il y avait un comité directeur et chacun était chargé, selon ses spécialités, de la partie sociale, de la partie financière, au niveau de tout ce qui tourne autour des transports. Il y avait une autre partie un peu plus sur le tard aussi de l'épuration des eaux, des discussions avec la Tour-Garonne, puisqu'à notre usine, on était les premiers sur le cours d'eau de l'Arnette à faire une station d'épuration des eaux. Mon père et mon oncle étaient des pêcheurs, donc très sensibles à la qualité de l'eau. Et donc, quand ils sont arrivés les premières discussions autour de l'épuration de l'eau, eux, ils ont de suite été sensibles et ont trouvé l'intérêt de rendre propre cette rivière. Donc, en collaboration avec la Dour-Garonne, dans le bureau de Toulouse, ils ont fait beaucoup d'essais, et le laboratoire à l'époque qui s'appelait le Carim, avec les ingénieurs, donc notamment je rends hommage à M. Courtet qui avait fait un énorme travail. On a pu mettre en place cette station d'épuration par ce qu'on appelait par floculation. Donc là, on est dans les années fin 80, quoi. Et je dirais que malheureusement après, l'eau s'est épurée de part et de même, puisque on peut pêcher dans l'Arnette aujourd'hui. Ouais, malheureusement, il n'y a plus d'usine, l'eau est claire. Et personnellement, moi, je l'ai vécu comme une épopée, hein, à la fois familiale et industrielle de bas années. Et ça demandait une adaptation intellectuelle assez formidable, parce que en permanence, nous étions dans le monde de nos fournisseurs ou clients, c'était en gros les anglo-saxons. Ensuite, il y avait toute la technicité des devises, travailler sur les changes, les devises, les matières, les cours et ensuite le cours des matières premières, prendre les positions financières, savoir acheter, savoir bien vendre et connaître tout cet environnement financier qui était exceptionnel.
Un des laineurs, sans le savoir, avait une connaissance que dans des grandes entreprises nationales, c'était dédié à un service spécifique, alors que nous faisions la totalité. Est-ce que vous vous souvenez, comme moi, de l'odeur Ah, de la laine? l'odeur. Alors Quand on arrivait... non seulement ça me plaît, mais ça me plaisait, mais j'ai une petite anecdote à ce sujet. Quand j'ai mes propres enfants, j'avais un garçon et une fille, un petit garçon et ma petite fille, je les prenais donc au bureau, voilà, comme mon grand-père avait fait, je travaillais tard, alors je les gardais, ils allaient s'amuser à leur tour sans la laine. Et puis un jour, mon fils dit ça sent mauvais. Alors ma fille elle la reprend, il dit ah non, Paul, ça ne sent pas mauvais, ça sent la laine. Alors, vous avez parlé, oui, de mondialisation, une mondialisation exceptionnelle pour l'époque, puisque ça a commencé au milieu du, milieu du 19e siècle, on va dire, 1850, qu'on considère un petit peu comme la troisième grande mondialisation, après celle des marchands du Moyen-Âge. Ouais. Voilà. Est-ce que vous en étiez conscient de ça? Mazamet, Centre mondial de délainage, qu'est-ce que ça voulait dire? Ben, conscient, oui et non. Enfin, conscient quand je suis arrivé dans l'activité. Là, j'en ai pris conscience, mais après, quand j'étais en dehors, bon, on voyait bien qu'il y avait une effervescence, mais bon, on était pris, comme on dit, dans tout cet environnement. Donc, c'est qu'une fois que j'étais moi personnellement dans l'activité que j'ai pris conscience de l'ampleur de ce phénomène. Bien sûr. Voilà. Mais c'était quand même extraordinaire parce que on pouvait aller partout dans le monde et voilà, on avait toujours un accueil et des relations plus que parfois professionnelles, quoi. On allait jusqu'à l'amitié avec des gens du bout du monde. Soit des Argentins ou des Australiens. Avec cette petite ville, Mazamet, perdue au bout de nulle part, qui avait deux sociétés maritimes, des compagnies maritimes, complètement. des banques, la Banque de France. Voilà. C'est quand même exceptionnel. Donc, qui brassait beaucoup d'argent et qui avait permis, enfin, qui était la nécessité d'avoir ça, la propre Banque de France. Voilà. Donc, c'est quand même qui avait un poids économique en Occitanie qui était énorme. Bien sûr. Alors, vous avez parlé de mondialisation. Là, on est dans ces patrons, puisque vous êtes une famille de patrons industriels, des laineurs. Est-ce que vous avez vécu la période du paternalisme et est-ce que vous pouvez en dire quelques mots? On était très impliqués, à savoir vraiment quand même le confort de nos salariés. Et à tel point que on était très en avance au niveau de la chambre syndicale, puisque socialement, il s'était fait beaucoup de choses bien avant, on peut dire bien avant les lois sociales françaises. Alors, à quel moment, vous, puisque vous étiez déjà chef d'entreprise, vous avez senti que les choses allaient moins bien? Personnellement, je l'ai senti assez rapidement après mon arrivée. Moi, je suis rentré dans les années 80, début 80, 1980. Et je peux dire que voilà, fin 80, voilà, j'ai vu que ça périclitait, c'était devenu très très difficile. Est-ce que vous peut-être maintenant avec le recul, vous avez un autre aperçu ou un autre sentiment? Est-ce qu'à cette époque-là, vous arriviez à détecter les causes de ce marasme? Oui, enfin, personnellement, je voyais qu'on était confronté à la concurrence, notamment chinoise, pour le problème du délainage. Il y a la vente, mais il y a surtout l'achat. Et les pots devenaient de plus en plus chers. Les Chinois achetaient de plus en plus, collectaient les pots. Et on devait en permanence surenchérir pour acquérir le pot. Or, on disait toujours, si tu ne fais pas le bénéfice à l'achat, tu ne le feras pas à la vente. Et donc, moi, j'ai pris la décision, exactement, je n'oublierai jamais, l'usine, je l'ai fermée en février 1996. Quelle est vous avez parlé d'aventure, superbe aventure. Mais une épopée. Une épopée. Quel est votre meilleur souvenir, si vous en avez un à donner? Ou plusieurs, si vous en avez plusieurs.
Oui, bon, je vous ai dit, moi, mes meilleurs souvenirs, c'était mes relations lainières avec mes clients. Des bons souvenirs aussi, quand tout allait bien à l'usine, Oui. c'était quand même il y avait une bonne C'est sûr. ambiance. Mais bon, Ouais. personnellement, j'ai toujours eu de bons rapports avec mes employés. Alors, le mauvais souvenir, le plus mauvais, c'est la fermeture. C'est la Bien fermeture. sûr. Comment voyez-vous la ville de Mazamet aujourd'hui? À surrebondir. On a eu quelques capitaines d'industrie, comme la famille Cormous, qui ont su diversifier, et ils ont su le faire à Mazamet. Quand j'ai rebondi, ensuite, certains ont dû me connaître, j'avais monté une agence d'intérim, et j'avais certaines de mes anciens Oxygène Intérim, et certaines d'ailleurs de mes ouvriers venaient, alors monsieur Gas, quand est-ce que vous redémarrez? J'ai dit non, on ne redémarre pas là, on est dans un autre domaine et ce sera fini. Mais certaines venaient me pleuraient, ah le délénage, c'est le délénage. Mais détrompez-vous, je lui dis, si vous rassemblez toutes ces diverses entreprises, mais ça fait beaucoup plus que en activité que les usines qu'il y avait à cette époque-là. Merci. Mais merci Antoine à vous Gasque. pour votre interview. Oui. Et là, on le laisse tourner. Il faut une maquilleuse. Oui, coiffeuse, maquilleuse, un peu de poudre. Un peu de poudre. Non, mais là, c'est super. Hein, Voilà. vous regarderez après, mais Voilà. là, c'est très bien. Non, c'est formidable ça. Bon, Cette non, ça, installation. oui. Ça me plaît C'est ma beaucoup. fille Mais qui... même si, Écoutez, elle l'a vous- trouvé, je sais non, plus mais il n'y a dans- pas besoin de mettre la Non, lumière. non, il y en a... Venez voir, ça, la lumière. La lumière, si je me mets là, vous allez voir. Ah oui. À mon avis, la lumière, Ah, ça super. suffit. Hein. Oui, c'est bien là. Bon, allez, c'est parti. C'est parfait. Bien, eh ben, je vous souhaite une bonne Oui. fin de soirée. Et là, Oui, j'appuie. merci, pareillement. Tu as appuyé là, non. Là, ça tourne. Ça tourne, Bon. alors, c'est pas. Non, Alors, non. on se- Bien. Non, oui, non, ça ça- tourne. Ah, Ça si. tourne. On ne se verra, je pense pas sur les pistes de Nord. Non, Oui. pas cette année. Mes À genoux, croire mes que genoux ne veulent plus. lui, il a une que je- prothèse. Voilà, le Ah, vous ski. avez le ski, c'est Et mon fini. prothèse du genou. Aïe, aïe, Et aïe. l'autre J'ai une diatane. prothèse, mais j'ai surtout mal. Et Vous puis, voulez un café, un Parce que thé, j'ai- un jus de fruits? moi, je m'en vais. Il va chercher la deuxième. Ah, là, d'accord. Eh oui. Faites-le. Vous, c'est Le le taxi. mardi, moi, c'est le Vous, jeudi. c'est le mardi, oui. Enfin, heureusement C'est qu'on le est mardi. deux aussi, parce que. Mardi, samedi, dimanche, là, on les a aussi. Très bien. Nous, c'était dimanche dernier. Donc, Bon, à tout tu à l'heure. Oui, je récupères m'en ça, occupe. Voilà. Bon, eh bien, ouais. Ben, bonne Alors, soirée. Oui, vous J'aime parlerez bien vous de avoir ski connu. quand. Au revoir. Vous pourrez parler de ski. Voilà. Voilà. Oui, on pourrait faire une deuxième émission sur le Voilà. ski. je pense. D'accord. C'est Pourquoi ça. pas. Bon, mais on va commencer. Il a branché, oui, d'accord. Antoine Gasque, bonjour. Bonjour. Alors, madame. pourriez-vous me raconter vos premiers souvenirs de la première histoire de votre famille dans le délénage? Oui, alors en fait, nous, l'épopée familiale, elle a démarré par mon grand-père, Léon Gasque, qui à l'époque était déjà dans les affaires et était dans les affaires mixtes, faisait des engrais et aussi du négoce de laine. Et puis, étant donné que les engrais périclitaient et qu'un ami, notamment monsieur Escande, René Escande, la famille Escande, il avait conseillé de partir avec lui dans l'aventure lainière. Il avait augmenté sa partie négoce laine, et tant et si bien qu'il s'était remis à acheter des peaux de moutons lainés, et qu'il faisait des lainés à l'usine d'Inkerman, qui est actuellement l'usine de Jouet au bois. Et à partir de là, on a développé l'activité. Ses enfants, c'est-à-dire mon père, Pierre et Michel Gas, sont rentrés dans l'affaire. Ils sont rentrés à Inkerman, et là, ils ont vu très, très rapidement la nécessité, on est dans les débuts des années 70, d'avoir notre propre usine. Et c'est là que nous avons acheté l'usine qu'on appelle aujourd'hui la Palade, Madagascar, sous la dénomination sociale, la CEPEC. Voilà, mais elle était souvent connue dans la vallée pour la Palade ou Madagascar. Voilà. Alors, cette usine de Madagascar, la Palade, par rapport à la maison du bois et du jouet, se trouve où? Alors, elle se trouve sur la route des usines, tout à fait en amont, au-dessus de l'usine de René Escande, des Cousteilles, et elle est marquée, en fait, la Palade, ça me revient, elle est marquée sur la carte Cassini, c'était un moulin. Donc les cartes Cassini, cartes de roi, c'était le moulin de la Palade. Et de là, elle s'est transformée en usine
de délainage. Voilà. Et donc on est là oui, dans les années 70. Voilà. Donc là, l'activité est développée par mon oncle et mon père Pierre Gasque. On fait exclusivement du délainage à l'échauffe, hein, on ne rajoute pas de produits chimiques. Voilà, qu'est-ce que vous pouvez expliquer sur cette méthode de délainage? Alors, exactement? la méthode de délainage à l'échauffe était une méthode naturelle, en ce sens que donc les peaux étaient mises, après avoir été les peaux lainées, c'est-à-dire la laine et la peau qui venait principalement d'Australie ou d'Afrique du Sud ou d'Argentine, étaient mis dans des bassins dites de trempe pour les ramollir. Ensuite, on les passait dans des sabreuses pour nettoyer la laine et enlever un peu dessous le gras de la peau. De là, selon certaines méthodes, on les retrempait et on allait les épandre dans des étuves, des chambres noires qu'on a arrosées par un système de vapeur. On faisait monter en température, ce qui avait pour effet dans ce processus, et c'est là qu'apparaissait le fameux délainage, donc la montée en température faisait fermenter légèrement la peau, les pores de la peau se dilataient et le bulbe pileux de la laine se détachait. Tout le système, qui est quand même une méthode empirique, nécessitait un énorme savoir-faire parce qu'il fallait que les pores de la peau se dilatent, mais pas quand même trop, car de dilater, on passait au trou. Et la peau, le cuir, à ce moment-là, ne valait plus rien, il était troué. Donc il fallait arrêter le processus par on envoyait de l'eau froide pour arrêter la fermentation, et ensuite, le contremaître, c'était son travail, de voir quand il s'était arrivé à son niveau optimum, on les mettait on les envoyait sur la fameuse délaineuse, la peleuse, qui à l'époque donc était fait à la main sur les bandes de peleurs avec des couteaux où on pelait, et après ça s'est industrialisé et on avait les peleuses automatiques où on les mettait sur des tables qui passaient entre deux cylindres, et la laine comme ça était débarrassée du cuir. La laine repartait dans un sens, dans une circulation vers les soreuses, puis le séchoir pour être ensuite emballé, et le cuiro, la peau partait à la sèche, devenait le fameux cuiro, et était là aussi empaqueté et partait sur les marchés essentiellement groyetois. Voilà, ça on se retrouvait donc avec deux produits à la sortie du délainage dit classique, la laine, prête pour les marchés européens, Italie, Allemagne, Angleterre, en gros, un peu peut-être l'Espagne, et le cuir, essentiellement cuiro, sec pour le groyetois. Voilà. Par la suite, certains délaineurs sont allés un peu plus loin dans le processus de conservation de la peau. Ils ont fait ce qu'on appelle du piclé par un système de saumure, on va dire de conserver le cuir. Ça leur a permis d'ouvrir d'autres marchés. Voilà. Est-ce que donc votre famille a connu les deux procédés, l'ancien et le plus mécanisé? Les deux procédés, à l'ancienne avec les peleurs à la main, et puis après nous l'avons développé quand on a repris l'usine. Immédiatement, les premières peleuses étaient là, avec des peleuses Mercier-Marguet, qui en avaient permis d'automatiser le processus, qui nous avait permis d'ouvrir une usine avec déjà un peu moins de personnel, on va dire, pour faire les mêmes quantités de production qu'on avait besoin à la main, puisque déjà se posaient les questions de main-d'œuvre, de plus-value sur les peaux, et la concurrence qui commençait à être très rude dans les années 60 et fin 70. Alors, ce procédé de délainage de la peau que vous receviez jusqu'à la fin du séchage et de l'essorage, il durait combien de temps dans l'usine, le procédé? Alors le procédé entre le moment où arrivait, on va dire, la balle de peau, le classement, donc on arrivait à une balle de peau lainée, venait donc de cette provenance Australie, Afrique du Sud, Argentine, elles étaient ouvertes, on classait ces peaux en fonction de la longueur de la laine et de la qualité du cuir. À partir de ce moment-là, on va dire qu'on pouvait aller jusqu'à 3 semaines, en gros. Hein, 3-4 semaines maximum. On pouvait le réduire à 15 jours jusqu'à l'emballage de la laine. Voilà. Alors, s'il y avait des étapes qu'on pouvait raccourcir, d'autres préféraient les garder plus ou moins longues. Il y avait les fameux trempages de 3 jours. Il fallait compter 2 jours
en gros d'étuvage, ça devait aller assez vite. Voilà, 3, 4, 5, 6, ouais, en une grosse semaine, on devait arriver au plus court à faire du placement à l'emballage de la laine. Voilà. Très bien. Ensuite, toujours par rapport à cette époque-là, de toute l'histoire du délainage, est-ce que soit votre grand-père, votre père ou vous-même, vous aviez des relations avec les autres chefs d'entreprise? Est-ce qu'il y avait vraiment... Alors, nous étions affiliés à la Chambre syndicale du délainage, donc nous avions des réunions, des collaborations avec nos collègues délaineurs, puisque nous travaillions ensemble ensuite à travers ce syndicat, pour la discussion avec les coûts de transport, pour tous les problèmes sociaux du lainage, hein, l'étude des coûts de la vie, l'étude l'établissement de la grille des salaires des ouvriers. Donc tout ça a été fait à travers cette chambre syndicale. Il y avait un comité directeur et chacun était chargé, selon ses spécialités, de la partie sociale, de la partie financière, au niveau de tout ce qui tourne autour des transports. Il y avait une autre partie un peu plus sur le tard aussi de l'épuration des eaux, des discussions avec la Tour Garonne, puisqu'à notre usine, on était les premiers sur le cours d'eau de l'Arnette à faire une station d'épuration des eaux. Donc on avait été très en avance. Alors voilà, ça c'est bien que vous en parliez. Est-ce que vous arrivez à quelques années près à situer cette période où il y a eu cette prise de conscience? Alors puisque là, vous dites que vous avez été parmi les premiers à faire ce qui était important, une station d'épuration. C'était très important. Mon père et mon oncle étaient des pêcheurs, donc très sensibles à la qualité de l'eau. Et donc, quand ils sont arrivés, les premières discussions autour de l'épuration de l'eau, eux, ils ont de suite été sensibles et ont trouvé l'intérêt de rendre propre cette rivière. Donc, en collaboration avec la Tour Garonne, dans le bureau de Toulouse, ils ont fait beaucoup d'essais et le laboratoire à l'époque qui s'appelait le Carim, avec les ingénieurs, dont notamment je rends hommage à M. Courtin qui avait fait un énorme travail, on a pu mettre en place cette station d'épuration par ce qu'on appelait par floculation, par crispation des boues. On en faisait, les boues remontaient à la surface, elles étaient nettoyées, le fond était propre, voilà. Et on rendait comme ça une eau à 90% épurée de toute matière grasse et terreuse. Alors c'était quelle époque à peu près? Donc là, on est dans les années fin 80, quoi. Oui. À peu près. Et vous avez été suivi par d'autres industriels? Bien sûr, après ça a été devenu obligatoire ou oui. Non? Oui, c'est devenu obligatoire, voilà. Très bien. Après, c'est devenu obligatoire. Et je dirais que malheureusement, après, l'eau s'est épurée de part et elle-même. On peut pêcher dans l'Arnette aujourd'hui. Ouais, malheureusement, il n'y a plus d'usine. L'eau est claire par nature. Ouais. Oui. Mais en fait, c'était pas quand même je dis toujours, c'était une pollution visuelle et olfactive. Il n'y avait pas de produit, dans les délainages à l'ancienne, il n'y avait aucun produit nocif, puisque on rejetait qu'à la rivière de la graisse et de la boue. Et il y avait toujours, je me rappelle, de très très belles truites à la sortie. Bon, elles avaient un goût un petit peu désagréable, mais enfin, il y avait de belles pièces. Mais après, quand certains délaineurs sont allés vers le piquet, alors là, oui, ça a posé des problèmes. C'est là que les produits chimiques alors là, il a fallu ont été indispensables. Oui, là, c'était plus conséquent. Alors, ce qui est intéressant aussi, vous avez parlé de votre grand-père, de votre père et puis de vous-même. Donc, est-ce que vous avez la sensation d'avoir vécu quelque chose de particulier sur plusieurs générations qu'on retrouve dans d'autres familles d'industriels à Mazamet? Personnellement, moi, je l'ai vécu comme une épopée, à la fois familiale et industrielle de Mazamet, parce que c'était quand même un environnement très très particulier. Ça avait cet énorme avantage. Enfin, moi, je me rappelle jeune, quand je suis entré dans cette économie, c'est que c'était, moi, ce qui m'a le plus marqué, c'était ouvert au monde. On travaillait avec le monde entier, aussi bien avec les fournisseurs qu'avec les clients. Et ça demandait une adaptation intellectuelle assez formidable parce que en permanence, nous étions dans le monde de nos fournisseurs ou clients, c'était en gros les anglo-saxons.
Ensuite, il y avait toute la technicité des devises, travailler sur les changes, les devises, les matières, les cours et ensuite le cours des matières premières, prendre les positions financières, savoir acheter, savoir bien vendre et connaître tout cet environnement financier qui était exceptionnel. Un des laineurs, sans le savoir, avait une connaissance que dans des grandes entreprises nationales, c'était dédié à un service spécifique. Alors que nous faisions la totalité. Je me rappelle un jour d'une anecdote avec un ami toulousain qui, quand j'avais quitté le métier, m'avait dit mais c'est pas possible, tu pouvais pas faire tout ça toi tout seul. Et j'ai ici, on faisait tout ça, on achetait la matière, on couvrait les changes, on fallait connaître les cours des devises, les cours des matières à l'achat, les cours de matières à la laine. Enfin, sans le savoir, on avait acquis un savoir-faire à la fois technique et financier assez extraordinaire. D'ailleurs, bien souvent, certains nous disaient, vous n'êtes pas des industriels, vous êtes des financiers. Mais c'est vrai qu'on avait une connaissance financière technique importante. Parce que, voilà, il y avait cette transmission dans les familles Voilà, de la capacité à gérer complètement. de la base du produit jusqu'à l'exportation. On peut dire que, enfin moi personnellement, petit, sans le savoir, nous étions imbibés par cette ambiance. Mon grand-père, moi, j'allais jouer dans les tas de laine, on y creusait des galeries, des tunnels. Enfin, avec mon cousin, là, je me rappelle, c'était des jeux avec mes sœurs extraordinaires qu'on faisait, et ça nous plaisait, quoi. Donc, Est-ce que vous vous souvenez, comme moi, de l'odeur de la laine l'odeur. Alors quand on arrivait? non seulement ça me plaît, mais ça me plaisait, mais j'ai une petite anecdote à ce sujet. Quand j'ai mes propres enfants, j'avais un garçon et une fille, un petit garçon et ma petite fille, je les prenais donc au bureau, voilà, comme mon grand-père avait fait, je travaillais tard, alors je les gardais, ils allaient s'amuser à leur tour sans la laine. Et puis un jour, mon fils dit ça sent mauvais. Alors ma fille elle la reprend, il dit ah non, Paul, ça ne sent pas mauvais, ça sent la laine. Il retient la leçon. Et puis, quelques temps après, on part en vacances et on s'arrête à une pompe à essence. Et ma fille dit ah, ça sent mauvais ici. Et mon fils, Paul, lui fait ah non, ça sent pas mauvais, ça sent la laine. Vous voyez? Oui. Nous étions déjà. Et quand on revenait à Mazamet, on avait l'odeur, c'était la première chose qui nous arrivait quand on arrivait à Mazamet, l'odeur de la laine, surtout l'été. Oui, l'été, c'était quand même une odeur assez forte. Oui. Mais nous, on n'y prêtait plus attention parce que le plus fort de cette odeur, c'était les étuves. Là, il y avait quand même une odeur un peu ammoniaquée. Vous me remémorez que j'ai connu une ou deux personnes qui a fait un petit malaise. Je me rappelle d'un banquier qui voulait à tout prix voir, qui venait fraîchement d'arriver à Mazamet. Il voulait visiter les étuves. J'en ai choisi peut-être une un peu forte. Il est tourné de l'œil. Voilà, ça nous avait fait rire, mais pas lui. Alors, vous avez parlé, oui, de mondialisation, une mondialisation exceptionnelle pour l'époque, puisque ça a commencé au milieu du 19e siècle, on va dire, Absolument. 1850, qu'on considère un petit peu comme la troisième grande mondialisation, après celle des marchands du Moyen-Âge. Ouais. Voilà. Est-ce que vous en étiez conscient de ça? Mazamet, Centre mondial du délainage, qu'est-ce que ça voulait dire? Ben, conscient, oui et non. Enfin, conscient quand je suis arrivé dans l'activité. Là, j'en ai pris conscience. Mais après, quand j'étais en dehors, bon, on voyait bien qu'il y avait une effervescence. Mais bon, on était pris, comme on dit, dans tout cet environnement. Donc, c'est qu'une fois que j'étais moi personnellement dans l'activité que j'ai pris conscience de l'ampleur de ce phénomène. Bien sûr. Voilà. Mais c'était quand même extraordinaire parce que on pouvait aller partout dans le monde et voilà, on avait toujours un accueil et des relations plus que parfois professionnelles, quoi. On allait jusqu'à l'amitié avec des gens du bout du monde. Soit des Argentins ou des Australiens. Avec cette petite ville, Mazamet, perdue au bout de nulle part, qui avait deux sociétés maritimes, des compagnies maritimes, complètement. des banques, la Banque de France. Voilà. C'est quand même exceptionnel. Donc, qui brassait beaucoup d'argent et qui avait permis, enfin, qui était la nécessité d'avoir la propre Banque de France. Voilà, donc c'est quand même
qui avait un poids économique en Occitanie qui était énorme. Bien sûr. Alors, vous avez parlé de mondialisation. Là, on est dans ces patrons, puisque vous êtes une famille de patrons industriels, d'Héléneurs. Est-ce que vous avez vécu la période du paternalisme et est-ce que vous pouvez en dire quelques mots? Oui, le paternalisme qui a été parfois très décrié, même plus que parfois, beaucoup décrié on peut dire. C'est vrai que ça avait peut-être le mauvais côté, une emprise très forte du patron d'investissement parmi son entreprise et ses salariés, mais il y avait de l'autre côté une préoccupation très importante du devenir quand même de ses salariés. On était très impliqués, à savoir vraiment quand même le confort de nos salariés. Et à tel point que on était très en avance au niveau de la chambre syndicale, puisque socialement, il s'était fait beaucoup de choses bien avant, on peut dire bien avant les lois sociales françaises. Hein, la chambre syndicale des Délénages et les Déléneurs avaient déjà œuvré pour le confort de ces salariés, pour leur permettre quand même une accessibilité je me rappelle, des prêts bancaires, à avoir leur propre logement. Et il y avait aussi, au niveau financier, on avait une grille sociale, une grille de salaire qui était quand même très avantageuse pour l'époque. Oui. Voilà. Donc, ce paternalisme-là, où on se préoccupait quand même du devenir de nos employés, s'ils étaient malades, ce qui devenait leur famille, parfois on les aidait financièrement. Voilà, ça avait quand même ce côté-là. Alors après, certains trouvaient que peut-être on était trop directif, mais aujourd'hui, quand on s'aperçoit que sur un petit mail, on licencie quelqu'un sans ni bonjour ni au revoir, je ne sais pas, entre les deux, mon cœur balance. On a perdu, aujourd'hui, moi je trouve que ça s'est déshumanisé. On ne sait plus qui est aux commandes parfois. À force, les sociétés se font racheter, on ne sait plus, c'est que des groupes financiers, on ne sait plus, il n'y a plus d'êtres humains. Et vous prenez la porte comme sans rien dire, vous êtes voilà. Et dans le déménage, il y avait encore, je pense, à 90% une humanité derrière le patron. Oui, très bien. Alors là, vous parlez de relations humaines, qui étaient quand même si vous dites décriées par certains, extrêmement importantes. Oui. Où on avait l'impression d'une vie de famille avec un chef de famille, voilà, qui avait une autorité, puisqu'il fallait bien que quelqu'un prenne, et des gens qui acceptaient cette vie de famille parce qu'ils y retrouvaient quand même leur compte, surtout par rapport à ce que vous dites, un bien-être. Des maisons ouvrières. Des maisons ouvrières, une organisation dans le travail, parce que beaucoup travaillaient à l'époque, c'était à temps fini, c'est-à-dire ils venaient de 5h à 13h, ils avaient fini leur journée, et après ils partaient, et beaucoup avaient une seconde activité où s'occuper de leur jardin, ou une activité agricole, puisque par exemple chez nous, il y avait beaucoup d'agriculteurs, et donc ils pouvaient comme ça s'occuper de travail de leur ferme. Voilà. Et donc c'était assez exceptionnel comme avantage. Bien sûr. Alors, à quel moment, vous, puisque vous étiez déjà chef d'entreprise, vous avez senti que les choses allaient moins bien? Personnellement, je l'ai senti assez rapidement après mon arrivée. Moi, je suis rentré dans les années 80, début 1980. Et je peux dire que voilà, fin 80, voilà, j'ai vu que ça périclitait, c'était devenu très très difficile. Est-ce que vous peut-être maintenant avec le recul, vous avez un autre aperçu ou un autre sentiment? Est-ce qu'à cette époque-là, vous arriviez à détecter les causes de ce marasme? Oui, enfin, personnellement, je voyais qu'on était confronté à la concurrence, notamment chinoise, pour le problème du délénage. Il y a la vente, mais il y a surtout l'achat. Et les pots devenaient de plus en plus chers. Les Chinois achetaient de plus en plus, collectaient les pots. Et on devait en permanence surenchérir pour acquérir le pot. Or, on disait toujours, si tu ne fais pas le bénéfice à l'achat, tu ne le feras pas à la vente. Et on avait de plus en plus de mal.
ça devenait presque de la roulette russe, c'est-à-dire qu'on achetait quasiment parfois à perte, en se disant le marché va se retourner et on fera le gain. Oui, parfois ça se retournait, mais des fois ça se retournait dans le mauvais sens. Et donc ça commençait à devenir très difficile. Très difficile. On perdait aussi beaucoup de clients en Europe, beaucoup de filatures fermées, ça devenait aussi très compliqué. Alors, et là, j'ai vite compris que nous étions condamnés, car impossibilité de trouver des dépôts ailleurs dans le monde moins chers. On avait essayé à un moment de relancer le marché argentin avec quelques amis, collègues, mais c'était un marché, il est toujours malheureusement encore plus compliqué. L'Argentine a des gros problèmes d'organisation et on n'avait pas c'était très difficile de collecter les pots. Voilà. Donc ça s'est affermé. À un moment, moi j'avais rebondi vers le marché sud-africain. J'avais pu travailler avec des Sud-Africains qui m'avaient ouvert un marché et on faisait déléver des pots à l'usine. Ça m'avait redonné même un espoir, puisque c'était des gens qui avaient besoin d'avoir une plateforme en Europe pour revendre la laine sur l'Europe. Et là, ça m'avait un peu relancé personnellement. Mais voilà, c'était des coups, comme on dit, et je pressentais la fin, quoi. Je pressentais la fin. Et d'ailleurs, beaucoup de mes collègues fermaient, mais on me conseillait même de fermer. Je me rappelle d'amis professionnels qui me disaient, toi, il faut arrêter, quoi. Alors, vous avez arrêté en quelle année? Donc, moi, j'ai pris la décision, exactement, je n'oublierai jamais, l'usine, je l'ai fermée en février 1996. Voilà. Et donc, vous n'étiez pas le premier? Je n'étais pas le premier. Déjà, beaucoup avaient fermé. Oui. Je résistais parce que sur la fin, c'était ce fameux marché sud-africain qui avait été porteur d'espoir. Et quand cet ami un jour m'a envoyé, c'est ce fax qui est tombé, il m'a dit, Antoine, désolé, je suis obligé d'arrêter, il n'y a plus assez de rentabilité. Et là, quand j'ai vu ce fax tomber le soir même, j'ai dit, bon, mais Antoine, là c'est fini, il faut arrêter. Donc ce fax, il est tombé, je me rappelle, c'était avant Noël. Et comme le navire usine est très long à arrêter, il m'a fallu 3 mois pour prendre toutes les décisions et mettre fin. Et vous aviez combien de salariés à cette époque? Donc là, à ce moment-là, j'avais réduit déjà entre guillemets, la voilure et le personnel, malheureusement. Bien sûr. Et on était tombé à 12 personnes. Oui, d'accord. Voilà. Et quand vous avez arrêté, il en restait encore quelques-unes d'activités? Il y en avait encore un peu, oui. D'accord. Il y avait encore un peu, quelques-uns Philippe Rive. Je crois qu'il y avait Sabatier, je crois qu'il avait terminé parce qu'il avait brûlé. Oui. Qui c'est qu'il y avait il y avait Sirven. Ah oui. Le déménage de... comment il s'appelle là-bas? Je le trouve. Il y avait encore d'autres activités, mais bon, tout le monde. Rive, c'était un peu peut-être particulier puisqu'il avait sa filiale en Australie, qui lui permettait donc d'autres approvisionnements. Mais pour nous tous qui étions uniquement sur les achats purs et durs, on était tous condamnés. Et oui. Voilà, donc là il fallait arrêter. Les années 80. Alors, quelle est vous avez parlé d'aventure, superbe aventure. Une épopée. Une épopée. Quel est votre meilleur souvenir, si vous en avez un à donner? Ou plusieurs, si vous en avez plusieurs. Oui, il y a je vous ai dit, moi, mes meilleurs souvenirs, c'était mes relations lainières avec mes clients. Où voilà, on avait vraiment, ça allait au-delà du professionnel bien souvent. En affaires, c'était toujours très, très carré. Les affaires sont les affaires. Oui. Mais après, il y avait des échanges courtois qui étaient des bons moments. Bon, et ça nous a permis aussi d'échanger à travers des voyages, d'avoir des collaborations, parfois même presque amicales, et de pouvoir... cette ouverture d'esprit à travers tous ces voyages et tous ces clients mondiaux, australiens, argentins, Afrique du Sud, qui m'ont permis, à ce moment-là j'étais quand même relativement jeune, j'avais 35 ans, et c'était extraordinaire de pouvoir être à l'international à cet âge-là, parce qu'il n'y avait pas beaucoup d'activités qui le permettaient.
où on était carrément dans un secteur du transport ou un secteur financier à l'international, mais on n'était pas, c'était compliqué. Tandis que là, voilà, c'était des bons souvenirs. Des bons souvenirs aussi, quand tout allait bien à l'usine, Oui. c'était quand même il y avait une bonne C'est ça. ambiance. Mais bon, Ouais. personnellement, j'ai toujours eu de bons rapports avec mes employés. Et voilà, il y avait une belle équipe. Et quand tout marchait bien, quand je dis tout marchait bien, parce qu'on a connu des périodes difficiles au niveau climatique. Oui, Aujourd'hui, on parle de réchauffement, mais à Oui. l'époque, il faisait très froid. il est froid. Il y a l'hiver 84, 83, où on s'est Oui. retrouvé avec moins 20. Là, je peux vous dire que ça n'a pas été une partie de plaisir, où tout cassé, tout gelé. Tout gelé. C'était terrible. J'ai un souvenir avec le contremaître et Monsieur Morel qui s'occupait de la partie entretien au chalumeau sur les conduites pour pas que le gasoil, le fuel gèle pour alimenter la chaudière, parce que sans la chaudière, le ménage c'est fini, on ne pouvait plus fournir de la vapeur. Et donc là, ça a été très dur. Là, c'était très dur. Mais ce qui m'a toujours personnellement impressionné, c'est que mes employés étaient toujours présents, fidèles au poste. Et c'était pas facile d'aller travailler le matin dans ces conditions. Voilà. Et donc, ça, c'est Voilà, donc il y avait la solidarité. une solidarité, un respect Oui. mutuel. Ça, et puis ce que vous avez dit précédemment, vous l'avez vécu comme un enrichissement Ah, complètement. personnel. Un enrichissement personnel humain et Voilà. humain surtout. Moi, Très bien. ça m'a appris beaucoup de choses. Voilà. Alors, un mauvais souvenir. Alors, le mauvais souvenir, le plus mauvais, c'est la fermeture. C'est la Bien fermeture. sûr. Je n'oublierai jamais ce matin où, vous voyez, en vous parlant, ça me refait vivre une émotion. Je suis arrivé à 4h du matin pour voir le contremaître qui, dès qu'il m'a vu, il me dit ça va, j'ai compris. Oui. On fait. C'était le jour Voilà. de la fermeture. Le jour de fermeture, j'ai dit il faut réunir le personnel à 5h quand ils arrivent. Et on leur Est-ce explique. qu'ils le sentaient, le personnel, ou ils espéraient toujours que vous alliez pouvoir tenir? Je crois qu'il faudrait leur demander, mais je crois qu'ils pensaient qu'on allait continuer ou que c'était qu'on allait arrêter. C'était juste, ce serait passager, qu'on redémarrerait. Oui. Ils ne pensaient pas à une fermeture définitive. Parce que Bien sûr. avant de fermer, j'avais connu quelques à-coups. Mais j'étais toujours reparti. Oui. Donc il s'était dit, il dramatise, il va redémarrer. Et non, là, c'était irrémédiable. terminé. Je savais que c'était irrémédiable. À un Et moment, il faut dire stop. Alors, que pensez-vous de la ville de Mazamet aujourd'hui, au niveau de ses activités? Vous avez parlé de mondialisation, vous avez parlé de relations humaines entre chefs d'entreprise, peu importe. Comment voyez-vous la ville de Mazamet aujourd'hui? Moi, je dis que, très honnêtement, Mazamet a su rebondir. On a eu quelques capitaines d'industrie, comme la famille Cormouls, qui ont su diversifier, et ils ont su le faire à Mazamet, ce qu'on doit quand même, pour cela, les en remercier. Et puis, je disais toujours, il y a eu toute une multitude d'entreprises diverses qui se sont montées, qui ont d'ailleurs certaines de belles réussites, hein, comme la Sofic, les aiguilles, l'AERA, certainement j'en oublie qu'on me pardonne. Et parce que souvent, quand j'ai rebondi ensuite, certains ont dû me connaître, j'avais monté une agence d'intérim, et j'avais certaines Oxygène intérim. Et certaines d'ailleurs de mes ouvriers venaient, alors monsieur Vasse, quand est-ce que vous redémarrez? J'ai dit non, on ne redémarre pas là, on est dans un autre domaine et ce sera fini. Mais certaines venaient me pleurer, ah le délénage, c'est le délénage. Mais détrompez-vous, je lui dis, si vous rassemblez toutes ces diverses entreprises, mais ça fait beaucoup plus que en activité que les usines qu'il y avait à cette époque-là. Donc ça a sauvé Mazamet quelque part de cette diversification, cet esprit toujours entrepreneurial de beaucoup de Mazamétains qui ont su rebondir et diversifier leur activité. Vous le sentez aujourd'hui, ça? Moi, je le sens encore aujourd'hui. Oui. Malgré qu'on peut dire que c'est dur, oui, c'est dur. Mais si on réalise tout ce qui s'est recréé, s'il n'y avait pas eu vraiment ce rebond, mais on aurait zéro à Mazamet. Ça serait un désert, comme à l'époque on parlait de fameux longue vie de la sidérurgie. Il y avait une bonne industrie, ils n'ont pas su rebondir, et ça a été fini. Longue vie, ça a été un désert.
Aujourd'hui, C'est c'est pas... une ville vivante. C'est pas peut-être extraordinaire, mais ça vit. Ça vit. Il y a encore beaucoup de petites entreprises qui vivent, qui se dynamisent, et voilà. Vous avez raison. C'est très très important Très bien. pour notre avenir, quoi. Oui. Bon, je suis Bon. peut-être une matière un peu optimiste, Oui, mais vous avez raison. mais voilà, je vois comme ça la chose. Alors, bien sûr, certains de vos objecteurs ne savent plus comme avant, mais si, il y a encore de l'avenir. De toute façon, j'ai toujours confiance à l'esprit entrepreneurial du Mazamétain qui est en lui. Voilà. Oui, l'esprit d'entreprise, mais aussi la volonté de travailler. Absolument. Ce qui est On a très toujours important. dit que, Ça, c'est vrai. voilà, Le- on le- a ce cliché du sud de la France où les gens du nord Alors, sont des travailleurs, Tout à les fait. gens du sud des paresseux. Et il y a le contexte de Mazamet. Mazamet, c'est la petite, bon, je dirais, quand on parle à la Venise du Nord, mais Mazamet, on est la petite île du Nord, Oui. l'île du Nord, le Tourcoing du Nord. On a cet esprit travailleur, Oui. effectivement, Oui, sérieux, oui. sérieux et travailleur. C'est ça. Et ça, c'est resté. Ah Parce oui. que c'est. Et je La- dirais la légende. une honnêteté d'esprit. Voilà. Je pense que c'est resté. Oui. Qui était lié aux relations, justement, entre le patron et ses employés. Et ses Quelle employés. que soit la situation ou Voilà. le niveau des employés. Voilà. Je pense que La droiture et on a l'honnêteté. l'honnêteté, la droiture et le sens du travail bien fait. Voilà. Voilà. Je pense que c'est resté. Je ne suis plus en activité actuellement, mais je pense que si on questionne les nouveaux patrons, je pense qu'ils doivent être encore satisfaits de leurs salariés. Alors c'est plus compliqué, je sais que c'est plus compliqué, puisque à travers mon activité d'intérim, je me suis rendu compte, mais il y a quand même un gros volant de gens qui veulent travailler, Bien qui sûr. veulent faire du bien faire. Voilà. Bien, vous terminez sur une note d'optimisme et vous avez raison parce que je suis d'accord avec vous. Voilà, on va dire que soyons la passerelle Oui, vers l'avenir. très bien. Merci. Mais merci à Antoine vous Gasque. pour votre interview. Alors, maintenant, il faut que j'arrête pour que je puisse. Alors, est-ce que j'ai arrêté là? Ensuite, ce que vous m'avez dit tout à l'heure, ça c'est intéressant. Dire, voilà, il y avait une devise dans la famille, à 60 ans, s'il y a un Ah. fils, on donne l'entreprise. Voilà. Donc, votre père a 60, quand votre grand-père a eu 60 ans, c'est votre père. Et vous, votre père vous a dit, à 60 ans, c'est toi qui prends la suite. Oui, en fait, Voilà. pas tout à fait, c'est pas tout à fait ça. C'est que quand une fois qu'on était au travail, l'aïeul partait à 60 ans, voilà. Voilà. Alors que beaucoup des amis, de ses amis collègues restaient presque ad vitam aeternam. Oui, jusqu'au décès. Oui. Ah, Ça a été le cas Ce qui- chez les Cormoussoulès, par chez exemple. les Cormous, chez les Escandes, les ce qui à un Escandes, moment ça va. freine un Freine peu aussi, oui. les expansions, Oui. Parce que quand on est jeune, on a bien des défauts, mais on a aussi des Mais idées novatrices, d'avancer, une motivation. de moderniser. Alors, il Oui. faut bien parfois être freiné Ça bloquait. par la génération dessus, mais Oui. ça bloquait beaucoup de choses. Oui. Et surtout chez les patrons protestants. Oui, Il fallait- parce Ça peut pas que se battre. Mais on n'a pas commencé. Où il fallait pas dépenser d'argent. c'était compliqué. Mais tu vois, ce que vous avez dit, voilà, jusqu'aux années 70, parce que par exemple, Jacques Cormosoulès, bon, il dit oui, les années 70, je l'ai compris, c'était mort, mais lui, il était déjà dans les cacahuètes, enfin bon, il avait senti le Ouais. le Et oui, vent oui, venir. oui. Mais après, Mais il ça, c'est était. intéressant. Il y a le café, lui. Voilà, Alors, le café après, d'abord, l'éléphant et oui. noir. Donc, il n'était pas tout à fait aussi bien engagé que nous. Oh lui. non, voilà, il s'était complètement détaché. Oui. C'est un peu l'électron libre Oui. de la famille. Oui, quelque part, ça l'a sauvé, d'ailleurs. Ça l'a sauvé, oui. Financièrement, Et l'a ça a sauvé. sauvé ses enfants. Parce que, voilà, Complètement. Ça a sauvé Nicolas, maintenant, Moi, il m'avait dit un jour entre 4 yeux, parce que j'ai eu travaillé avec lui, et un jour, il m'avait dit, Antoine, on n'a qu'une. Comment il m'avait dit ça? On n'a qu'une devise. Mon grand-père m'a donné 100 à mon arrivée. Oui. Il faut qu'à ma sortie, il y ait 100 Oui. ou 110, mais pas Voilà. 80. Donc, pas de sentiments. C'est Il la m'a dit. parole. Ne fais pas de sentiments. Oui. Garde tes 100. Et
Et moi, j'ai fait des sentiments. Voilà. Je voulais garder Et le oui, l'élan voilà. jusqu'à la fin. Tandis que Donc, lui, quand sa ouais. vie pas réglée, paf, il a tout foutu en l'air. Et puis, il a eu la chance. Et puis, ah oui. Enfin, la chance. La circonstance Oui. qui a fait qu'il parle des D'accord, cacahuètes. Et voilà. là, ça. Ouais. là, c'est- Donc ça, c'est intéressant que vous parliez, puisque vous y avez assisté, plus que Jackie, les deux Jackie. Et ce que je vais encore voir, justement, de parler des années 70. Oui. Comment vous les avez vécues. Mais ça, je peux Oui, vous ben, couper et vous poser voilà. quelques Oui, questions. oui, Les années 70, et puis voilà, par rapport aussi, quels sont vos bons souvenirs, Mhm. des anecdotes Oui, il rigolotes, y a du bon, il y a du mauvais. voilà, votre plus mauvais Ouais. souvenir. Oui, oui, vos- oui. Bon, pour les deux Jackie, ça a été quand on a mis la clé sous la porte. Oui, bien c'est entendu. c'est le même. J'en ai Eh eu deux, ben, puisque oui. nous, on a brûlé, ça a été Ah terrible. oui, Et moi de fermer, ça reste encore très. et ce qui va être vif. intéressant, Ouais. oui, ça va être aussi de nommer vos deux usines. Parce que le grand-père a commencé chez Inkerman, c'est la maison du bois et Ah du oui, c'est jouet vrai, oui. aujourd'hui. Ah oui. Et après, c'est la Palade. Et parce que Rémi Casals, parce que Rémi Ouais. Casals, c'est Ah oui, le petit côté de la lorgnette, souvent. ah au oui, point oui, de oula, vue. oui. Bon, on s'est tellement accroché. Mais au musée de Ferrières, où nous avons fait une exposition Oui. une année, il nous a offert un double de toutes les photos en noir et blanc de toutes les usines de Mazamet. Nous les avons encadrées, Ah c'est ouais. un don. Et j'ai dit à François, elles sont prêtes à être accrochées. Il n'y a Ah plus ouais. qu'à les poser. Ça, c'est Et il y aura magnifique. les noms. C'est pour ça que tous les gens que j'interviewe, c'est important qu'ils citent les noms des D'accord. entreprises, Et ouais. puisque ça va être en juin pour que c'est une bonne idée de François. J'avais insisté pour que des scolaires puissent visiter l'expo. Ouais. Et puis en septembre, tant que les programmes ne sont pas lourds dans Ouais. les écoles et Ouais. les collèges, pour que les collégiens et les écoliers puissent venir aussi voir cette expo avant D'accord. qu'elle ferme. D'accord. Voilà. Donc ça sera juin, juillet, août, septembre, grosso modo. Ouais, c'est bien. Oui, puis j'espère qu'il y a l'histoire de la maquette Patrick Bénézèche, hein, Oui. vous l'avez vu, Oui, de Il y a la maquette de l'usine. Là. il y a ça. Donc le maire, là aussi, il m'a toujours promis qu'on allait la mettre à l'abri, cette maquette. Finalement, la maquette, elle est retournée à la cave. Donc j'ai dit, monsieur le maire, je lui ai dit, non, c'est pas possible, il faut trouver quelque Il chose. faut trouver quelque chose. C'est comme les Alors, trois on n'a pas trois ou avancé. 4 maquettes Mhm. des châteaux cathares Voilà. faites par Edgar Fuchs. Voilà, Oui. Un bijou. un bijou. Eh bien, combien de temps on a passé à dire Ouais. il faut qu'elles soient à Mazamet? Il y a un musée maintenant. Oui. Ben non, elles sont à Carcassonne. Et ouais. Ah Au oui, musée du ça- catharisme de parce que Carcassonne. Moi, j'avais visité. Il mais y en a- je peux il y en- pas il y dire, en a il y qu'une 15 ou ici. 20 Mais là, ans. le travail qu'a fait Bénézèche pour le Oui, ski pour usine, ça. puisqu'il pourra l'exposer, c'est remarquable. Hein. Moi, quand il m'a appelé, Moi, je ne l'ai pas vu, je le que sais. je mais l'ai je l'ai vu, pas mais j'ai eu le choc. Je me suis Ouais. revu à l'usine, Et voilà, dimension. on rend des comptes. Donc, il y a ça. Et puis, l'escure, Ah oui, la moutonnerie. ah oui, oui. Ils ont tout donné aux archives départementales. Là, c'est quelque Et chose. moi, j'ai téléphoné aux archives départementales une première fois. J'ai une personne qui m'a dit, mais oui, puisque au musée Ferrières, nous empruntons des documents Eh oui, aux archives. J'ai dit, nous avons besoin d'un prêt. Ah oui, mais ça, c'est d'accord. Qu'est-ce que vous voulez? J'ai dit, écoutez, si vous êtes d'accord, je vous envoie un premier mail, il est parti la semaine dernière, officiel, pour une demande de prêt de la collection Lescure, du dépôt Lescure. Voilà, très bien. Et dès que vous m'avez répondu, avec l'accord de l'association créée par François et Charline, que j'ai eu en classe, on fera une liste de tout ce qui nous manque pour l'exposer. Et bien sûr, avec les garanties, j'ai dit à François, attention, il faudra des vitrines. Bon, et les vitrines, François m'a dit, puisqu'il fait des stands, il m'a dit, les vitrines, je m'en occupe et nous aurons tout ce que nous voulons. d'accord. Il faut que ce soit sous clé. Ah oui. Voilà. Bon, et Bon, allez, on y va. Attends, Là, ils je sont- vais peut-être me Ah, tu perdre. préfères- Non, moi je me mets là. D'accord. Et non, reste contre Ah pour oui. qu'il soit tout prêt Oui. pour Très regarder bien. Ah, vers l'appareil d'accord. un peu plus. d'accord. Quand il te répond. Ça va pas trop vous gêner la fenêtre. Ah, après, oui, il y a la.
Bon, c'est un peu plus comme ça. Alors, vous préférez que je vous appelle Antoine ou Monsieur Gasque là pour... Mais Antoine. Antoine. Parce que les Jacquies, on les appelait les Jacquies. Oui, Antoine, on connaît tous les Antoine. Monsieur bonjour Antoine Gasque. Oui, voilà, puis après c'est parti, Antoine. Bon, eh ben moi je vais vous laisser tout de suite. C'est pour Héloïse. Voilà, je vais aller récupérer Parce que Ah, et Héloïse. la l'autre- petite. La petite, je la récupère toujours le jeudi. Ah oui, moi, La grande, ça y est, elle est cassée. moi c'est le mardi. Vous voyez, chacun de nos courses. Oui, oui, d'accord. Tu me laisses ton téléphone au cas où on devrait Il faut communiquer. demander oui. à Madame Gasque. Parce qu'elle m'a pris mes affaires. Elle est allée les ranger. Alors, Milo, Là, ça tourne. Hein. Tu peux laisser tourner. Mais parce que c'est quelle heure? Parce que tu les as mis. C'est moi le quart. Mais avant Oui. que, comme ça, je Mais fais. voilà, tu dérangeras Je pas. dérange pas quand je m'en vais. Je m'en vais tout de suite et puis voilà. D'accord. Ça vous en a? Non, pardon. Moi, j'en ai bonjour, ça, Oui, c'est pas bonjour. C'est ça. Non, Et ça, je c'est dois ton avoir téléphone. le téléphone dans ma poche, non? Sinon dans le sac. Ah, le sac, il est là. Voilà. Voilà. Ça, voilà. On l'a allumé, on ne voit rien. Avec ça. Bon, Je te laisse, je vais te le donner, je le vois. Il est là. Oui, on ne voit rien Voilà. du tout. C'est- donc, Très bien. attends, moi, le mien, il faut que je le mette en... Vous avez assez de lumière, hein? Oui, oui, oui. J'allume, hein? Ça ira. Attends, du coup, Jackie, c'est pas grave, on ne filme pas. Alors, Jackie Cormous, oui, on peut mettre le téléphone face à moi. Mais ça... Bon, alors, par exemple, Jackie Cormoussolet, c'était là. Jackie Sabatier arrive là. Non, non, j'ai dit, pas de problème, Étienne va tourner. Ah non, non, mais je veux pas qu'on m'entende. Ah, Mais carrément. Jackie, écoutez, qui, le jour où il va aller à l'exposition, va dire « Ah, mais c'est la voix de Jackie Sabatier !» Alors, entre-temps, Jackie Cormoussolet, mais oui, tu vois, il faut que... Alors, nous n'avons rien dit. Donc, on commence l'enregistrement. De temps en temps, Jackie Cormoussolet, il fallait couper pour le recentrer Ah sur... oui, oui, Mais bon, très intéressant. bien sûr. Et bien sûr, de temps en temps, il se tournait vers Jackie Sabatier en lui disant « Mais tu te souviens, c'était... » Alors, bien sûr, il a participé. Oui, Puisque Jackie Sabatier rectifiait certaines choses, eh oui, en ajoutait. bien sûr. Mais à la fin, on est parti ensemble avec Jackie Sabatier. Et sur le chemin, il me dit « Vous savez, quand vous avez parlé du paternalisme, quand même, dans ma famille Sabatier, mon grand-père et mon père, ils se sont occupés de famille. On a eu 3 générations Ouais. qui travaillaient. » J'ai dit « Et vous le dites maintenant, c'est pendant l'interview qu'il fallait le dire. Ça, c'est vrai Mais il ne que voulait pas. C'était Ah, mais c'était une époque. une Hein. autre organisation Oui. très décriée. Oui. Et Mais- maintenant, et-